Ophtalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambaud. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique. Selon l'étude de Brian Holden, publiée en 2016 dans Ophthalmology, un humain sur deux sera myope en 2050 et 10% de la population mondiale sera myope forte. La myopie forte se définit par un œil trop grand, c'est-à-dire dont la longueur axiale dépasse 26 mm, ou bien ayant une erreur réfractive supérieure ou égale à moins 6 dioptries. On parle de myopie très forte au-delà de moins 10 dioptries. Si les myopies modérées sont moins à risque de complications que les myopies fortes, le risque de complications existe néanmoins, comme le rappelle une étude publiée par le professeur Nicolas Levéziel en 2019, sur la base de données de 200 000 patients myopes suivis en ville dans les centres Point Vision en France. Une augmentation d'une dioptrie augmente ainsi le risque de complications rétiniennes de 40%. Présent dans les formes faibles ou moyennes, ce risque est d'autant plus important dans les formes sévères de myopie. L'étude montre aussi qu'environ un patient sur 4 atteint d'une très forte myopie est en situation de malvoyance ou de cécité après 60 ans. Nous sommes heureux d'accueillir le docteur Élise Philippakis, qui est praticien mi-temps à la Riboisière. Elle est également installée au centre ophtalmologique de l'Odéon et est référente myopie de l'adulte à l'Institut français de la myopie. Cet institut est une première en Europe. Il a été fondé par le professeur Ramin Tadayoni, décédé le 19 avril 2024, à qui nous souhaitons dédier cet épisode consacré aux complications rétiniennes de la myopie forte. Bonjour Élise. Bonjour Maxime, bonjour Camille. Alors Élise, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que la myopie forte ? Alors c'est vrai qu'on parle souvent de myopie. La myopie forte va se définir dès lors que la longueur de l'œil va dépasser 26,5 mm. Mais dans le quotidien, on parle plus souvent de la réfraction. Donc aujourd'hui, la définition n'est pas claire, mais on parle de la réfraction une fois qu'on a fait une cycloplégie, donc à partir de moins 6 dioptries. On va parler aussi de myopie pathologique, quand on va avoir cette longueur du globe anormale associée à des anomalies structurelles, soit au niveau du nerf optique, donc des néropathies myopiques, un staphylium postérieur ou une maculopathie myopique. Quelle est la fréquence de suivi du sujet myope fort et quels examens faut-il faire lors de ces suivis ? C'est une question assez intéressante, d'ailleurs, on ne sait pas vraiment y répondre, parce que le myope fort qui va être entre moins 6 et moins 8 dioptries ne va pas forcément avoir de la pathologie associée, donc son suivi va dépendre plus de ce qu'il présente à l'examen. On a certains patients myopes forts qui vont avoir de nombreuses anomalies en périphérie, des palissades ou des trous qu'on va vouloir peut-être voir au moins annuellement avec un fond d'œil dilaté. Et ceux qui commencent à avoir de la maculopathie myopique avec des cicatrices, avec un risque de néovaisseau, leur surveillance va se rapprocher souvent tous les 6 mois, pas tant pour prévenir une lésion, car un néovaisseau peut survenir à n'importe quel moment, mais que parfois ils présentent des pathologies qu'ils ne perçoivent pas, surtout quand il y a un contexte d'amblyopie. Donc ça nous permet comme ça d'éviter de laisser traîner une manifestation qui est apparue. Après, donc un patient qui n'a rien, moi je pense qu'une visite, un jeune qui n'a pas de lésion périphérique a besoin d'un fond d'œil en cas de symptômes, un jeune myope fort, et d'une visite allée tous les 2 ans, en fait, comme un individu qui n'aurait pas de myopie forte. Et dès qu'on rentre dans de la pathologie, on va rentrer dans au moins un champ visuel annuel, au moins un fond d'œil dilaté annuel, un OCT au moins annuel. En tout cas, moi, c'est ce que je fais à la consultation. Et quand on commence à avoir des néovaisseaux à surveiller, on adapte au rythme de traitement des néovaisseaux, on en parlera peut-être après. Des maculopathies tractionnelles, donc des foveoschisis, des membranes. Là, on rentre dans un régime de surveillance de la rétine tous les 6 mois. Donc, il n'y a pas de consensus là-dessus, c'est peut-être ça qu'il faut qu'on explore encore. Passons maintenant, si tu veux bien, à la cataracte. Quelle est la fréquence de la cataracte chez le myope fort ? Il n'y a pas vraiment d'études qui rapportent la fréquence spécifique de la cataracte chez le myope fort, mais on sait dans les études de risque qu'il y a 3 fois plus de cataracte chez le myope fort que chez un individu non myope. Et l'autre versant de la pathologie cristallinienne, c'est que le patient myope fort va être plutôt impacté par l'opacification du cristallin. Probablement que la sensibilité de sa rétine est un peu abaissée par l'atrophie ou même par l'étirement ou la dispersion des photorécepteurs. Il n'y a pas d'études encore qui montrent ça, mais le patient se fait opérer plus tôt et gêner plus tôt, sa vision baisse plus tôt, alors que nous, à l'examen, on a une opalescence cristallinienne
modérée, on n'irait pas se jeter sur les chirurgies. Et une fois qu'on les opère, on a des résultats post-opératoires, mais impressionnants, des patients on leur disait qu'ils avaient 6 dixièmes parce que c'est la myopie qui donne 6 dixièmes et qu'on n'aura pas mieux, qui récupèrent 10 dixièmes en post-opératoire. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment où ils présentent une baisse d'acuité visuelle de loin, qu'il y a une myopisation également, une progression de sa myopie plus importante que ce qu'on attendrait chez un myope fort, et que le cristallin paraît un peu jaune et qu'on n'a pas d'autre explication à une baisse de vision, moi je pense que ça peut être légitime de discuter la chirurgie du cristallin. Merci beaucoup. Alors, quelles sont les complications spécifiques péropératoires de la chirurgie de la cataracte du myope fort? Alors, il y a en effet quelques petites subtilités à savoir quand on opère un myope fort. D'une part, on va avoir une plus grande sensibilité au mouvement de fluide dans l'œil parce qu'il va être plus douloureux. Donc, c'est des patients chez qui il va pas falloir se passer d'anesthésie intracamérulaire ou voire même d'une petite anesthésie sous-ténonienne. Ils vont avoir des yeux, des grandes chambres antérieures, des yeux très profonds. Donc, il va falloir prévoir dans les incisions peut-être à les faire moins tunnelisées pour pouvoir pas les faire trop bailler quand on met les instruments. Moi, ce que je trouve quand même très pratique, c'est des patients qui ont souvent des nucléaires assez denses et des cortex très très mous. Donc, avec le phacoemulsificateur, il va falloir un peu pas se jeter dans le cristallin et être précautionneux là-dessus. Une option est de faire une hydrodélinéation, de sortir le noyau, ce qui va faciliter finalement les manipulations dans le sac, parce que sinon, on peut se retrouver dans des yeux très très profonds. Moi, dans mon expérience, j'ai pas plus de complications chez ces patients-là, mais le sac ne me paraît pas beaucoup plus fragile. On peut avoir quelques désinsertions zonulaires. La zonule est un petit peu plus fragile chez ces patients, d'autant plus s'ils ont une chirurgie de vitrectomie derrière. Voilà, l'autre question chez ces patients, ça va être le choix de l'implant, parce que chez les myopes très forts, quand on dépasse des longueurs axiales au-delà de 30, 32, on va être dans des implants à moins de 10 dioptries ou voire des implants négatifs, où déjà la gamme d'implants proposés n'est pas aussi large que pour les métropes. C'est des patients à qui on va pas chercher à mettre bien sûr des implants premium tels que des multifocaux, ni non plus des profondeurs de champ élargies. On va se retrouver assez rapidement à mettre des implants 3 pièces, aussi parce qu'ils ont une grande optique, une grande stabilité et qui s'ouvrent bien dans le sac et qui tendent bien le sac. Il y a la considération également de l'erreur réfractive post-opératoire. On a récemment fait une petite étude dans le service sur les résultats post-opératoires chez les patients myopes très forts, justement. On a retrouvé que l'erreur était plutôt dans le versant hypermétropique en post-opératoire, surtout sur certaines gammes d'implants, dont la constanta n'a pas été adaptée à la myopie forte. Donc il y a une vigilance à avoir, il y a une petite anticipation de cette erreur, notamment chez les patients qui pourraient chercher les métropies, qui ne sont pas les plus fréquents. Voilà, pour la chirurgie de la cataracte. Après, en péropératoire, faut juste que ça se passe bien. Ils sont souvent assez anxieux, donc il y a ça aussi à prendre en compte, leur parler. Quel est le risque de décollement de rétine en post-opératoire? Alors, le risque de décollement de rétine chez une myope en post-opératoire, il vient, comme pour tous les décollements de rétine après chirurgie de cataracte, il vient du décollement postérieur du vitré. Donc, bien évidemment, ce risque va être plus important si le vitré du patient n'est pas décollé, mais on sait que le vitré des myopes forts est un peu pathologique, donc on a en effet plus de mauvaises surprises. Ce risque, il est plutôt un risque cumulé de 10% à 4 ans en post-opératoire, mais on sait qu'il est plus important chez les moins de 50 ans et qu'il augmente avec la longueur axiale. Donc c'est vrai que si on opère un patient de 50 ans plutôt à visée réfractive, c'est un risque qu'il va falloir... il va falloir l'en informer, en tout cas, prévenir ce risque, traiter des lésions prédisposantes s'il y en a. Et tant que possible, bien sûr, on a envie de retarder cette chirurgie en attendant qu'il y ait des modifications vitréennes et que on en ait de moins brutales après la chirurgie de la cataracte qui risquerait de déclencher des déchirures rétiniennes. Quelle est donc la surveillance que tu vas appliquer pour le post-opératoire de chirurgie de cataracte chez le myope fort? La même que chez les autres patients, peut-être que en effet le fond d'œil à 7 jours post-opératoire peut être fait de manière bien dilatée, à 1 mois, et après la surveillance va aussi s'associer à celle des symptômes, c'est-à-dire un patient qui peut présenter des myodésopsies doit bien évidemment venir consulter en urgence, et on repart sur un suivi peut-être annuel. Bien évidemment, la meilleure des prises en charge, c'est aussi l'information du patient de comment réagir devant tout symptôme. Passons maintenant aux complications maculaires. Concernant le staphylome postérieur, est-ce qu'on connaît l'étiologie de cette particularité du myope fort? Est-ce que le staphylome va évoluer pendant toute la vie du patient? C'est une excellente question.
Alors c'est vrai que le staphylome, on parle souvent de staphylome postérieur dans cette définition. Le staphylome, il n'est évidemment pas toujours au niveau du pôle postérieur. Et on va différencier les staphylomes maintenant avec une nouvelle classification qui a remplacé celle de Curtin, avec des staphylomes maculaires, qui vont être étroits ou larges, c'est-à-dire inclure ou pas le nerf optique, avec des staphylomes en nasal du nerf optique, papillaires autour du nerf optique, et en inférieur, qui vont être ceux qui vont s'associer finalement avec le plus de pathologies qui nous intéressent. Bien sûr, on a toute forme curieuse et singulière d'œil que l'on peut observer. Et ce que l'on sait, c'est que tous les patients n'ont pas un staphylome. Donc il y a à peu près 50% des populations myopiques qui ont un staphylome. Souvent, quand on a le même degré de myopie, on a le même staphylome de l'autre côté. Et celui-ci se forme par des phénomènes de dérégulation du collagène scléral. Et c'est d'ailleurs comme ça que la myopie évolue. Une fois que c'est dérégulé, l'œil continue à s'allonger. Donc dès lors qu'on a un staphylome, l'œil va s'allonger dans la zone du staphylome, en fait proportionnellement à la longueur axiale, qui va être différente entre la zone staphylomateuse et la zone non staphylomateuse, et donc va s'allonger plus rapidement dans la zone du staphylome et moins rapidement dans la zone non staphylomateuse. Donc le staphylome, par conséquent, continue à progresser. C'est quelque chose qui a été montré dans les macula bombées, que l'œil continue à s'allonger, mais plus autour de la macula bombée qu'au sommet de la macula bombée. Il y a plusieurs maculopathies possibles chez le myope fort. Est-ce que tu peux nous parler de l'atrophie rétinienne ? La maculopathie atrophique est en effet la composante prédominante dans la maculopathie myopique. On la retrouve associée ou non aux autres types de maculopathie myopique tractionnelle ou myovasculaire. Donc ça va commencer, c'est un phénomène progressif, hein, ça va commencer par un amincissement progressif de la choroïde et on va avoir des stades au début d'aspect un peu tigré de la rétine, donc cette hypervisibilité des vaisseaux choroïdiens à travers un épithélium pigmentaire plus clair qui vont évoluer vers l'atrophie diffuse, au début péripapillaire surtout chez les jeunes, et ensuite une atrophie maculaire diffuse qui va apparaître un peu avec ce granité, ce blanchissement du pôle postérieur, avec des hypersignaux en OCT un peu diffus, mais sans vraiment de plage d'atrophie. Et petit à petit, on va avoir des ruptures de la membrane de Bruch ou non, et des plages d'atrophie en patch qui se constituent. Et une fois qu'elles se réunissent et qu'elles prennent l'air maculaire, on parle d'atrophie maculaire. Ce qui est important dans cette pathologie, c'est qu'on sait qu'évidemment, elle est corrélée à la longueur axiale, qu'on va commencer à avoir de l'atrophie à partir plutôt de 28 mm de longueur axiale ou de moins 8 dioptries, et que ça va être elle qui va être vraiment le principal facteur pronostic sur le plan de la vision. C'est-à-dire que on va avoir un impact visuel de l'atrophie diffuse. Les patients vont souvent se plaindre de voir un peu moins bien, de voir moins bien la nuit, d'être gênés en conduisant, d'avoir du mal à mettre la clé dans la serrure en conditions nocturnes. Finalement, pas une plainte qu'on va retrouver à l'examen clinique classique, même s'ils ont une vision entre 8 et 10 dixièmes. Et après, on va observer des scotomes et ensuite une baisse d'acuité visuelle dès lors que l'atrophie emporte le point de fixation. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il va falloir suivre avec des clichés en autofluorescence et à l'OCT pour déterminer où en est l'atrophie. Et parfois, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui est responsable de la baisse de vision sur les bords de cette atrophie. Il n'y a pas de traitement aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de traitement. On pourrait se poser la question avec les traitements qui arrivent dans la DMLA atrophique, est-ce que ça marcherait sur la maculopathie myopique ? Malheureusement, avec une prévalence de la myopie forte aujourd'hui à, on va dire, autour de 4-5% dans les populations occidentales, c'est sûr que ça intéresse pas trop les laboratoires pharmaceutiques. Surtout en termes de recherche, autant dans la DMLA, il y a une composante inflammatoire, autant dans la maculopathie myopique, on ne sait pas. Il y a très probablement plus une composante mécanique qu'inflammatoire. Je n'exclus pas que certains se lancent dans l'injection de ces produits, mais le rationnel scientifique derrière ne m'incite pas pour le moment. On peut maintenant parler du rétinoschisis maculaire. Est-ce que tu peux nous donner les indications chirurgicales ? Donc la chirurgie, c'est simplifié aujourd'hui chez le myope fort. On avait très longtemps peur du décollement de rétine dans la chirurgie en vin gauche. Avec la diminution de la taille des trocars et l'efficacité des machines de vitrectomie, on arrive à faire cette chirurgie avec un taux de complications beaucoup plus faible. On a fait une étude dans l'équipe de Lariboisière et on a retrouvé que si on opère les patients avec une acuité de moins de 4 dixièmes, ils ont une bonne récupération visuelle en termes de gain et finalement l'acuité visuelle finale est moins bonne.
Donc, plus on opère les patients tôt, bien sûr, on va pas opérer les patients à 6, 7 dixièmes, mais si on opère les patients autour de 4, 5 dixièmes, avec une baisse d'acuité visuelle bien sûr ressentie et une évolution anatomique du schisis, alors on a une meilleure récupération finale. L'autre paramètre à prendre, c'est que au début on voit le rétinoschisis, finalement il n'altère pas beaucoup les couches externes, on n'a pas de détachement fovéolaire, l'acuité ne s'effondre pas, mais une fois qu'on a le détachement fovéolaire, on a un plus haut risque de trou maculaire post-opératoire, on va être souvent tenté de mettre du gaz chez le patient. Donc la chirurgie devient plus complexe, les risques sont plus importants. Donc c'est vrai qu'il va falloir trouver le bon moment entre la baisse d'acuité visuelle ressentie par le patient, probablement une baisse dans la vision de près, et avant l'apparition d'un décollement fovéolaire ou d'un détachement fovéolaire, ce qui est plutôt la terminologie adaptée, pour diminuer le risque de complications post-opératoires. Mais c'est vrai qu'avant de se jeter sur un patient, il va falloir quand même le suivre, au moins 3 mois, 6 mois, pour justement documenter cette évolutivité. Et on a également des cas qui, chez des patients dont le vitré est encore adhérent au pôle postérieur, ou même parfois à des zones parafovéolaires, des cas qui s'améliorent spontanément après la levée du vitré. Donc on peut se permettre quand même de se laisser 3 mois avant d'opérer un patient, sauf si vraiment il menace d'ouvrir un trou maculaire ou d'un décollement du pôle postérieur. Lise, est-ce que tu peux nous parler maintenant des ruptures de membrane de Bruch ? Alors, les ruptures de la membrane de Bruch sont vraiment une évolution mécanique. En fait, à un moment, l'œil s'allonge et surpasse les capacités d'élasticité de l'épithélium pigmentaire. Et on voit apparaître ces ruptures de la membrane de Bruch qui se manifestent le plus souvent par des hémorragies rétiniennes perçues par le patient, qu'on peut confondre avec un néovaisseau, en tout cas suspecter un néovaisseau derrière, et elles vont quand même concerner un profil de patient entre 25 et 40 ans, en fonction de leur longueur axiale, qui sont vraiment dans une phase évolutive, donc avec peu d'atrophie en patch, plutôt un tableau d'atrophie diffuse, et qui vont présenter donc cette première rupture de la membrane de Bruch. Le diagnostic se fait au niveau de l'OCT, on ne voit pas vraiment de néovaisseau choroïdien, on voit pas d'hyperréflectivité en avant de l'épithélium pigmentaire. On a plutôt l'impression d'avoir une hémorragie. Parfois, on voit même une petite ligne hyporéflective en arrière du sang. On va faire, en cas de doute, une angiographie ovaire d'indocyanine qui va nous montrer sur les temps tardifs la membrane de Bruch. En effet, à l'autofluorescence, on la voit pas tout de suite. L'angiographie à la fluorescéine ou l'OCT-angiographie permettent d'observer ou non, plutôt d'infirmer la présence d'un néovaisseau. Et après, on surveille les patients. On sait bien évidemment que dans les études au long cours, que les ruptures de la membrane de Bruch ont tendance à se multiplier et à s'élargir et évoluer vers de larges plages d'atrophie en patch qui peuvent, elles aussi, en bordure, développer des néovaisseaux. Donc c'est là où on commence à rentrer dans justement la maculopathie myopique atrophiée. Donc la rupture de la Bruch est une entrée dans l'atrophie de pleine épaisseur. On va maintenant parler de la macula bombée. Est-ce que tu peux nous donner la définition et le traitement en cas de décollement cérébro-rétinaire associé? La définition de la macula bombée, elle est souvent définie comme une protrusion convexe de la sclère qui donne cet aspect bombé à la macula. Alors aujourd'hui, on sait que c'est plutôt un approfondissement du staphylome autour du sommet de la macula qui aboutit donc à ce bombement. On ne sait pas pourquoi cette macula bombée apparaît. On sait qu'on la retrouve parfois même chez des patients hémétropes ou faiblement myopes. Parce qu'il faut comprendre que la longueur axiale va se mesurer au sommet de la macula bombée, alors que finalement le reste du fond d'œil est myope. En effet, dans certains cas, on va avoir des décollements céreux-rétiniens qui apparaissent, qui peuvent être transitoires et qu'on ne retrouve pas systématiquement dans les séries. La question du traitement de la macula bombée, on a longtemps considéré que la macula bombée s'apparentait à la CRSC. D'ailleurs, toutes les recherches sur la cause du décollement céreux-rétinien ont reposé sur l'étude de l'épaisseur de la choroïde ou la présence de vaisseaux choroïdiens myopiques. Et même si on retrouve une épaisseur un peu plus importante au niveau du sommet de la macula bombée, elle n'est pas finalement différente que celle d'un individu myope de même longueur axiale. Donc il n'y a pas non plus une choroïde plus épaisse et ça n'expliquerait pas aussi que ça ne répond pas très bien aux thérapeutiques utilisées dans la CRSC. Aujourd'hui, le niveau de preuve de réaliser des photothérapies dynamiques ou
de prescrire de l'aldactone dans les maculas bombées est très faible. Donc, il n'y a a priori pas grand-chose à faire en cas de décollement séreux rétinien. On peut bien sûr réaliser des angiographies ou un OCTA pour être sûr qu'il n'y a pas un néovaisseau, car on peut avoir des néovaisseaux choroïdiens associés ou des décollements, les FIPET, ces décollements irréguliers de l'épithélium pigmentaire qui cachent parfois des néovaisseaux quiescents. Mais il n'y a pas de rationnel ni à injecter, ni à réaliser des photothérapies dynamiques, ni à prescrire de l'aldactone malheureusement. Mais par contre, ce décollement séreux-rétinien n'est pas toujours responsable d'une baisse d'acuité visuelle. Ce qu'il est en revanche, c'est l'évolution inéluctable vers une atrophie de l'épithélium pigmentaire au sommet de la macula bombée. Donc malheureusement, ça ne protège pas les patients d'une atrophie. Nous allons parler maintenant des néovaisseaux du myophore. Est-ce que tu peux nous parler de cette pathologie, notamment de sa fréquence et du traitement ? C'est vrai que c'est une pathologie qu'il faut connaître et savoir traiter parce que c'est la première cause de baisse d'acuité visuelle chez le myophore en urgence. Ça concerne à peu près 4 à 11% des patients en fonction des séries. C'est un peu plus fréquent dans les populations asiatiques. Et le diagnostic va reposer, donc le patient va se plaindre de baisse d'acuité visuelle de métamorphopsie. À l'examen clinique, on va parfois observer une hémorragie, mais elle est inconstante. Et à l'OCT, on va observer ce qu'on observe le plus fréquemment, c'est un gris préépithélial, très rarement des logettes intrarétiniennes, et ce gris va parfois s'associer à un décollement séreux rétinien dans les cas à diagnostic plus tardif. L'OCT angiographie, maintenant, a quasiment remplacé l'angiographie à la fluorescéine, qui reste néanmoins le gold standard pour le diagnostic, mais les algorithmes aujourd'hui diagnostiques considèrent que l'OCTA, s'il montre bien le néovaisseau, permet de réaliser le traitement sans réaliser d'angiographie. Une fois que le diagnostic est affirmé, on va pouvoir traiter ce néovaisseau. Le traitement des néovaisseaux choroïdiens myopiques repose sur les injections d'anti-VEGF. Autant le ranibizumab que l'aflibercept aujourd'hui ont montré des gains d'acuité visuelle dans leurs études et dans la vraie vie. C'est pas des patients qu'on va traiter comme des DMLA néovasculaires. La moitié des patients va avoir besoin que de 2 injections pendant une année. Donc c'est vrai que moi, en pratique clinique, je fais souvent en fonction de la taille du néovaisseau, car on sait que plus la diffusion angiographique est importante, plus le néovaisseau est de grande taille, plus on va avoir besoin d'injections pour le faire régresser. Mais souvent, je fais une injection, je revois le patient, je m'assure de la bonne évolution à l'OCT. À l'OCT, on va pouvoir voir que le gris qui était flou va devenir beaucoup plus défini, avec des bords beaucoup plus définis. Et ensuite, je fais souvent ce que j'appelle une IBT de consolidation. Je demande au patient d'être très attentif à s'il ressent une amélioration lors de cette deuxième injection. Après, je ne surveille pas nécessairement tous les mois. Je fais souvent une surveillance à 2 mois ou 3 mois. Et après, j'entraîne le patient à réaliser son autosurveillance. Il faut parfois se méfier des néovaisseaux qui arrivent dans des cas de choroïdite ponctuée interne. En effet, ça va être souvent des patients un peu plus jeunes, avec des myopies pas forcément très importantes, qui vont présenter un aspect de néovaisseau avec cet aspect un peu de gris. Mais finalement, si on regarde attentivement, on a un vrai émoussement de la ligne de l'épithélium pigmentaire et on va avoir des lésions jaunâtres potentiellement inflammatoires. Donc c'est là où l'angiographie à la fluorescéine va retrouver sa place dans le diagnostic, si on suspecte une choroïdite ponctuée interne qui, elle-même, va devoir être traitée par des anti-inflammatoires. Et c'est quand même un ensemble diagnostique, car derrière une choroïdite ponctuée interne peut se compliquer le néovaisseau sans composante inflammatoire. Donc c'est vraiment cette petite subtilité diagnostique qui n'est vraiment pas fréquente, mais à laquelle on peut penser de temps en temps. Nous allons maintenant parler du décollement de rétine chez le myophore. Est-ce que tu peux nous dire quelle surveillance tu réalises pour la périphérie rétinienne des myophores? Est-ce que tu fais un V3M à chaque fond d'œil? Est-ce que tu fais des rétinophotos, éventuellement au grand champ? Et à quelle fréquence? Alors c'est vrai que l'attitude va être différente en fonction du matériel à disposition. J'ai la chance de travailler dans des structures, tant publiques que privées, qui disposent de rétinographie ultra grand champ. Donc, mais celle-ci ne montre pas toujours déjà la périphérie en supérieur, en inférieur. Et idéalement, on confronte à un examen du fond d'œil. Les myophores ont cette grande qualité de dilater habituellement bien. Donc, je ne pose pas systématiquement de V3M, sauf en cas de doute,
ou vraiment pour confirmer une lésion. Après, c'est peut-être aussi l'œil aguerri du chirurgien qui fait que je ressens moins le besoin de le faire. Je trouve qu'avec une lentille normale, on en a quand même accès à la périphérie en faisant regarder dans tous les cadrans. Mais je vais surtout je le fais systématiquement, mais bien sûr, si le patient se plaint de nouvelles myodésopsies ou de photopsie, mon regard sur le fond d'œil va être d'autant plus attentif qu'il y a une plainte visuelle. Donc je suis pas certaine qu'il y a un intérêt à réaliser à titre systématique chez un patient qui ne se plaint de rien, jeune, avec peu de modifications du vitré, à réaliser un fond d'œil annuel. Dès lors qu'on a fait une fois un fond d'œil dans son suivi, s'il n'y a pas de lésion, je pense qu'on peut attendre l'apparition de symptômes ou en faire un tous les 3 ans, mais le faire systématiquement, ça n'est pas nécessaire. Il faudra avoir une attention particulière pour les patients opérés de chirurgie réfractive, qui eux ne se sentent plus myopes, mais leur demander leur réfraction antérieure et penser à réaliser cet examen de la rétine quand même dans leur suivi. Quelle est la prophylaxie pour les lésions rétiniennes périphériques chez les myopes forts ? Alors le premier message là-dessus, c'est que le cerclage préventif, aujourd'hui, ne doit plus être réalisé chez le myope fort sous prétexte qu'il est myope fort. On va le faire uniquement en cas d'antécédents de déchirure géante sur l'œil adelphe, ou alors s'ils ont des pathologies du vitré telles que le Stickler ou le Wagner, mais c'est encore un peu une indication spécifique. On va bien sûr essayer de voir s'il y a des lésions à traiter, des déchirures à clapet, il faudra pas se poser la question et les traiter de manière élective, les palissades trouées, d'autant plus s'ils ont fait un décollement de rétine de l'œil adelphe, on va être amené à traiter ces lésions prédisposantes. On va traiter également les trous atrophiques en cas d'antécédent de décollement de rétine de l'œil adelphe, mais on peut finalement, comme les trous atrophiques sont pas liés réellement à un mécanisme de traction vitréenne, ils vont plus rarement se compliquer de décollement de rétine. Donc s'ils sont vraiment de grande taille et qu'il n'y a pas de remaniement pigmentaire, on peut quand même faire un peu de laser. En revanche, tout ce qui est dégénérescence pavimenteuse, blanc sans pression et givre, et des palissades non trouées, qu'on peut retrouver quand même dans 10 à 20% des patients myopes, ne justifie pas nécessairement d'un traitement prophylactique en l'absence de symptômes. Dès lors qu'on a des symptômes, on va être amené à les traiter. Est-ce qu'il y a des particularités opératoires chez les sujets myopes forts lorsqu'ils ont un décollement de rétine ? Alors le principe, la physiopathologie du décollement de rétine reste la même chez le myope fort que chez les métropes, c'est-à-dire que c'est vraiment le décollement du vitré qui va aboutir à une déchirure rétinienne et donc à un décollement de rétine. On va bien sûr procéder à la vitrectomie, néanmoins l'adhérence du vitré est plus pathologique et on peut souvent s'aider de colorants, de triamcinolone pour bien identifier le vitré, dont la base est beaucoup plus postérieure chez le myope. L'autre subtilité, c'est que on va moins facilement identifier les déchirures, car la rétine est plus fine et l'épithélium pigmentaire plus clair, donc l'examen devra être plus attentif. Et c'est vrai que chez ces patients, on a souvent des périphéries un peu mitées, pas de toujours très bonne qualité. L'indentation associée à la vitrectomie peut parfois donner de très bons résultats, soit par une bande de Morin, soit par une indentation inférieure en cas de décollement de rétine inférieure. Ça permet parfois de traiter des lésions qu'on n'identifierait pas ou qu'on ne voit pas parce que le vitré n'est pas suffisamment décollé en périphérie au moment du traitement. C'est vrai que c'est des patients qui ont quand même un plus haut taux de récidive. Donc quand on a juste le discours du décollement de rétine à qui on dit que dans 85% des cas, la chirurgie fonctionne bien, il y a des patients à qui on dit vous êtes dans les bons versants des statistiques et les myopes forts, ils sont dans le un peu moins bon versant des statistiques. Élise, peux-tu maintenant nous parler des myopies syndromiques ? Alors souvent, les myopies syndromiques, c'est plus du domaine de la pédiatrie. Il y a 2 grands syndromes qu'il faut connaître, c'est le Marfan et le Stickler. Le Stickler est un peu moins fréquent que le Marfan, mais va avoir quelques particularités. Souvent, on va le suspecter quand on a des myopies assez importantes avant l'âge de 8 ans, plutôt autour de -4, et qui vont être moins évolutives, ne pas présenter de staphylome, et qui vont présenter un risque élevé de décollement de rétine. En pratique, c'est une vraie pathologie du vitré, qu'on va pouvoir observer cette base du vitré très postérieure, avec des enchevêtrements des fibres vitréennes dans la rétine.
Et ces patients vont présenter des décollements de rétine par de larges déchirures rétro-équatoriales. Il y a en effet un intérêt à réaliser un traitement préventif. Initialement, le traitement préventif était réalisé par une cryopexie sur 360 degrés. Aujourd'hui, on associe également une indentation circulaire par une bande en silicone qui permet, avec un laser externe, d'éviter potentiellement la cryothérapie. C'est vrai que les populations sont en nombre assez faible, mais c'est des patients chez qui l'indentation va être quasiment indispensable si on envisage de rentrer en chirurgie endoculaire. On va avoir aussi donc plus de prolifération vitréorétinienne, c'est des cas plus difficiles. Souvent, c'est des cas dramatiques où le décollement de rétine est arrivé dans l'enfance assez tôt. C'est rare qu'on les retrouve à l'âge adulte, ou alors on peut traiter les déchirures rétiniennes de manière élective. Pour le Marfan va être un peu différent parce que lui va être évolutif sur le plan de la myopie. On va avoir des myopies très importantes à l'âge adulte, parfois très difficiles à imager. Chez des patients qui ont une pathologie cristallinienne qui va être prédominante avec des subluxations du cristallin, donc des chirurgies de cataracte assez difficiles. Parfois, c'est des patients qui sont laissés à fac. Aujourd'hui, on va pouvoir utiliser, c'est vrai, des implants clippés à l'iris, mais dont le suivi au long cours va être peut-être nous révéler quelques surprises, ou des implants à fixation sclérale. Mais c'est également des patients qui font de nombreux décollements de rétine et dont le suivi est assez problématique du fait de la mauvaise dilatation et de la grande longueur axiale. Passons maintenant à la question du patient. Ce sont les questions que posent souvent les patients en consultation. Oui, Élise, en consultation de myopie pathologique, j'imagine que tu as souvent cette question. Docteur, est-ce que je vais devenir aveugle ? En effet, les patients myopes forts, dès lors qu'ils ont de la pathologie, de l'atrophie, un glaucome du myope fort, ils ont cette angoisse du quand est-ce que je vais devenir aveugle. Finalement, la dégradation de l'acuité visuelle chez le myope fort est très progressive. Bien sûr, on peut toujours avoir un décollement de rétine. Bien sûr, on peut toujours avoir un néovaisseau-choroïdien myopique qui va apparaître au bord du point de fixation. Mais c'est la myopie forte et la myopie pathologique, c'est vraiment des pathologies où le patient va progressivement dégrader sa vision. Si on a bien traité le glaucome, va garder un champ visuel périphérique, va réussir à s'adapter, parce que c'est des patients plus jeunes, va réussir à s'adapter à son environnement, et ils vont pas se retrouver en situation de cécité ou une canne blanche. Donc c'est vrai que moi, mon discours, il est double. Il est déjà, aujourd'hui, vous voyez, ça ne va pas se dégrader d'un coup, d'un seul. Donc profitez de la vie. Bien sûr, s'ils ont une plage d'atrophie au ras de la macula, je les informe que la vision qu'ils ont aujourd'hui, il est possible que dans 2-3 ans, ils ne l'aient plus, pour qu'ils se préparent aussi psychologiquement à un handicap dans le cadre de leur travail, si bien sûr ça concerne les 2 yeux. Mais je pense qu'il faut les concentrer sur le présent en leur disant que la pathologie est progressive, qu'on fait tout pour prévenir et traiter les complications de la myopie forte quand elles se présentent, qu'il y a des choses qu'on ne sait pas traiter, mais que leur cerveau et eux-mêmes sont capables de s'adapter à ces nouvelles situations et qu'on sera là pour les accompagner. Il est souvent difficile de prédire l'avenir, mais quel est selon toi l'avenir pour ces sujets myopes forts ? Alors, je pense que les enjeux d'avenir vont être à déjà bien prendre en charge ces patients qui sont souvent dispersés entre leurs demandes réfractives d'équipement visuel, donc de contactologie, de prise en charge de leur pathologie rétinienne, voire de leurs problèmes de tension. Et c'est vrai que comme c'est des patients difficiles dans toutes les sous-spécialités de l'ophtalmologie, il y a une vraie demande à regrouper ces patients au même endroit pour pouvoir les prendre en charge de manière multispécialité, voire transgénérationnelle, c'est-à-dire être capable de voir à la fois la personne de plus de 65 ans qui va commencer à présenter des déficiences visuelles, la personne de 35-40 qui va faire les ruptures de la membrane de Bruch, et d'être capable de faire la prise en charge de la myopie évolutive de l'enfant. C'est ainsi qu'en les regroupant, en prenant en charge toutes les pathologies dans leur dépistage ou dans leur traitement, et surtout en faisant de la recherche et de l'évolution de cohorte, qu'on va pouvoir mieux prendre en charge ces patients. Et c'est une des missions que s'est fixée l'Institut français de myopie, qui a ouvert ses portes le 4 mars 2024,
près des Buttes Chaumont. L'Institut français de myopie est un projet qui est porté par le professeur Ramin Tadayoni, qui nous a tristement quittés le 19 avril 2024. Il portait de grandes ambitions dans la prise en charge de la myopie forte, qui, nous espérons, survivront à son décès, notamment sur la prévention de la myopie chez les enfants dans le cadre de grands essais institutionnels, mais également dans la prise en charge de la myopie pathologique, des maladies rétiniennes du myope fort, du nerf optique du myope fort et de la myopie syndromique. Ce projet ouvre également des collaborations avec des scientifiques internationaux spécialisés en myopie forte, et un congrès de Retina aura lieu à la fin du mois de juin pour justement essayer de trouver des consensus dans ces pathologies et échanger sur ces sujets brûlants concernant la myopie forte. Ce podcast est donc dédié au professeur Ramin Tadayoni et nous lui rendons hommage aujourd'hui pour tout ce qu'il a apporté à l'ophtalmologie française et internationale et à tous les élèves qu'il a marqués de près ou de loin par son enseignement exceptionnel et son accompagnement humain. Merci beaucoup Élise, merci pour ton accueil ici au Centre ophtalmologique de l'Odéon. Merci pour ton expertise, c'était passionnant. Merci beaucoup Élise de nous avoir consacré du temps pour nous parler de ta passion, la myopie forte. Oui, merci, c'est vrai que je m'y intéresse beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir sollicité pour ce podcast. Je suis vraiment ravie de participer. Je trouve que c'est une très belle initiative que vous faites. Merci. Ophthalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.